Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 30 janvier. Et oui, ça y est, le premier mois de l'année est déjà passé. Donc on va pouvoir s'attaquer au mois de février maintenant. Alors, je vous rappelle que nous avons organisé donc une formation au mois d'avril du 11 au 14 avril avec 2 jours où on profitera donc des marchés pour avoir des informations, un entretien avec Michael. Donc, sous la vidéo, vous aurez un lien donc de prise de rendez-vous. Alors, où est-ce que nous en sommes donc ce 30 janvier? Eh ben, donc, par rapport au Fear and Greed, eh ben, oui, tout va bien, Greed, voilà. On avait évoqué peut-être de toucher les 7000 points pour le SP500, ben, c'est fait, ben, voilà, on les a touchés. Cependant, nous allons voir comme quoi il faut peut-être aussi faire attention. Voilà. Le Russell 2000, le RUT, plus haut historique, voilà. On clôture en mensuel, donc avec une belle bougie verte, à 2613 points. Bon, SMH, l'ETF adossé au semi-conducteur, plus haut historique en mensuel, 403,46 $. Bon, premier sous-secteur mensuel, l'uranium. Tiens. Ah ouais, tiens, c'est étonnant ça quand même. Premier secteur mensuel, énergie. Là, faut avoir un petit œil sur l'énergie par rapport à la roue sectorielle qu'on voit durant la formation. Et puis la première capitalisation, et ben en rapport avec l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, NVDA, avec une capitalisation, écoutez-moi bien, de 4644 milliards de dollars et puis ben price par rapport aux earnings un peu cher. Donc on paye plus de 47 fois donc les dividendes. Donc ben, ça fait un peu cher. Mais en tous les cas, ben, elle est toujours là la petite société. Donc ici nous voyons le SP500 donc en bougie donc mensuelle et ici nous sommes en logarithmique. Donc c'est un canal haussier depuis le point bas de mars 2009. Bon, et on est toujours à l'intérieur de en tous les cas, de ce canal haussier de long terme et on vient titiller le haut du canal. Alors, il y a eu des périodes où on a continué comme ça pendant très très longtemps, où on suivait. Il suffit de regarder par exemple pour 2012-2013, voilà, c'est ce qui s'est passé. Bon. Alors, par contre, là où il faut faire attention, là, on est vraiment encore plus sur du très long terme. Là, on est carrément ici dans les années 30. Bon. Eh ben, ce canal qui est différent du canal qu'on voit depuis 2009 ici, ok, c'est un grand canal. Eh ben, on est également sur le haut du canal. Donc voilà, ça s'est déjà passé ici. Bon, est-ce qu'on risque d'avoir un retracement? Peut-être. Nous voyons ça tout de suite. Donc sur le dollar par rapport au yen, au Japanese yen, bon, vous voyez comme quoi il y a une petite correction cette semaine. L'or, donc en dollars, donc vous voyez cette semaine, on est en weekly, une belle bougie, alors un marteau inversé, etc. Est-ce qu'on risque d'avoir un retournement, etc. Ça, c'est déjà produit. En tous les cas, on clôture donc cette semaine à 4860. Je voudrais quand même aborder, et ça c'est notre cadeau à nous, la bourse en stress. Donc c'est pas parce que les marchés continuent à aller toujours plus haut qu'il ne faut pas être conscient donc d'un risque potentiel. Donc ça c'est un tableau qui date de 1875 de Samuel Berner qui est un économiste et en même temps il était fermier et qui a établi donc ce tableau avec des zones ici d'extrême panique avec les années et ici où les prix du marché est un peu cher et que c'est le moment donc de vendre. Et en contrepartie, ici en bas, la zone C, c'est la zone où justement les prix sont intéressants, c'est-à-dire que le marché
est un peu dévalué. Donc, et c'est peut-être à ce moment-là où il faut prendre des positions acheteuses par rapport à des périodes où il faut avoir des positions vendeuses ou libérer et se mettre en cash. Bon. Alors, on voit ici les grandes années. 2019 ici, ça a été une année panique. 2020, je vous rappelle, le confinement, le Covid, etc. Bon, voilà. On a eu également les années 2000. Eh oui, la crise du dot-com. Eh oui. On a eu également des années, la crise de 1988 ici, où les prix étaient très chers et ce qui s'est passé, entre autres, sur l'ensemble des bourses avec une chute très rapide en très peu de temps. On a ici également donc prix très cher et là panique, donc on retrouve 1999 et là vous avez les années qui séparent. Vous voyez, on retrouve un prix trop cher en 2007, 8 ans après le prix trop cher ici de 1999 et la panique de 1999. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Alors bien entendu, c'est à utiliser avec modération. C'est pas parce que ce tableau va vous dire quelque chose qu'il faut rentrer tête baissée, comme quoi, voilà. C'est à titre d'information. Mais parfois, les choses ont tendance à se répéter. Si on voit donc ici en 2016, je vous rappelle, c'est juste après ce qui s'est passé en 2015, donc début 2016, où le marché a quand même bien un petit peu, voire un petit peu plus qu'un petit peu retracé. Bon. Et là, on voit qu'effectivement, on avait eu l'année 2023 où, en 2023, je vous rappelle, après l'explosion 2020-2021, on a retracé et on a eu des prix marché intéressants. Donc, voilà, et 2023, c'était un bon moment pour revenir sur les marchés. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que en 2026, on risque d'avoir un marché un peu trop cher. Et puis, peut-être qu'on retrouvera en 2032 donc un prix marché intéressant. Bon, alors c'est à titre, bien sûr, d'éducation et d'information. Alors on va un petit peu plus loin. Donc ça, c'est sur les bons. Donc à 10 ans, moins les bons au trésor de 2 ans. Pourquoi? Parce que la peur, le coût, c'est toujours plus cher quand c'est plus loin et moins cher quand c'est plus court. Prendre un crédit, par exemple, sur 1 an, vous coûtera toujours moins cher que prendre un crédit sur 10 ans. Par contre, il se passe parfois sur les marchés des choses intéressantes où le court terme est plus cher que le long terme. Et ça s'est passé ici. Vous voyez? Donc là, on était 2023-2024, où effectivement, le 10 ans était moins cher que le 2 ans. Donc ici, la soustraction 10 ans moins 2 ans était négative. Et puis là, on a eu effectivement une inversion où le long terme est revenu un petit peu plus cher que le court terme, et ça c'est dans le sens normal. C'est comme le VIX à 6 mois par rapport au VIX à 2 mois, la peur de demain est toujours plus importante que la peur d'aujourd'hui. Mais cependant, si on regarde un petit peu de ce qui s'est passé, alors bien entendu, c'est pas parce que ça s'est passé que ça va se reproduire, mais cependant, parfois l'histoire a tendance à se répéter. Et je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier. Et on peut voir que, effectivement, quand on a eu des périodes où on avait un résultat négatif, et c'est après, au moment où il y a une correction et on redevient dans le normal, où le plus long est plus cher que le plus court terme, c'est à ce moment-là où nous avons rencontré dans le temps passé des récessions. C'est ce que vous avez ici, les zones grises. Là. Alors, là, on a ce phénomène-là. Est-ce qu'on risque d'avoir une récession dans du moyen terme, sous 1 an, 2 ans? C'est le temps qui va nous le dire, mais simplement, moi, je tiens compte de ça parce que c'est un indicateur relativement important et que pour trader, il faut être conscient du risque. Et c'est ce qu'on vous apprend pendant la formation. Également, chose importante,
c'est le prix médian. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 50% au-dessus et 50% en dessous. Donc là, c'est le prix médian des maisons aux États-Unis. Et on voit qu'effectivement, il y a eu l'euphorie, hein, donc depuis 2009, bien entendu, après la crise du subprime. Donc là, tout ça, c'est remonté. Vous voyez. Et puis là, bah, on s'aperçoit que le prix médian a tendance à baisser. Et là aussi, à chaque fois qu'on a constaté une baisse du prix médian, on a eu une période de récession. Ici, donc, dans les années 92, pour ceux qui s'en souviennent. Ici, on a eu la crise également dans les années 82. Et ici, on a eu la crise, donc marché, le prix médian qui baisse. Et là, on a eu la crise, entre guillemets, subprime, entre 2007 et 2009. Bon. Alors ça aussi, on se met ça de côté, en tête, on regarde, mais c'est un indicateur aussi, et qui nous l'a prouvé, comme quoi il y a une correspondance. Donc là, c'est la relation en termes de volume entre les vendeurs et les acheteurs. Et on voit comme quoi effectivement les vendeurs sont bien montés ici par rapport aux acheteurs qui ont tendance à baisser, d'où cette petite correction de prix. Également important. Donc là, vous avez en bougie, vous avez XHB, qui est un ETF adossé sur les constructions de maisons, donc les constructeurs de maisons. Et ici en bleu, vous avez le SP500, le SPX. Donc nous sommes en bougie weekly. Et on voit qu'il y a un lien là aussi entre cet ETF adossé aux constructeurs de maisons et le marché à travers le SP500. Et on voit que parfois, quand on a ici une baisse, une correction de XHB, parfois, quelques temps après, on a une baisse du marché à travers le SP500. Vous voyez, là, c'est pareil. On a eu une baisse. Et puis là, une baisse du SP500. Alors là aussi, on peut avoir également, pratiquement dans le même timing, la baisse de XHB et la baisse du marché. Et aujourd'hui, XHB est dans un canal baissier. Alors, on peut appeler ça un drapeau, si vous voulez, par rapport à une forte montée. Mais cependant, le prix, il baisse. Alors, est-ce qu'il va continuer de baisser? On verra ça demain ou après-demain. Mais en tous les cas, on est sur des valeurs élevées du SP500. Alors, Warren Buffett, qui est quand même l'investisseur le plus ancien, et en tous les cas sur le temps qui est toujours là, et qui nous a certainement appris plein de choses, même si certaines choses on ne les sait pas parce qu'il garde ça au chaud pour lui, ou pour ses équipes. Mais là, on voit quelque chose d'important, c'est que le portefeuille donc de Warren Buffett revient en liquidité, c'est-à-dire en cash. Parce que peut-être qu'il estime, donc là vous avez les equity ici, hein, donc c'est tous les achats de stock qu'il a pu faire. Ça a tendance à baisser, peut-être parce qu'il surestime. Alors, il estime que les prix sont trop chers et que les ratios donc du prix par rapport aux résultats, les earnings, sont trop importants. Il y a trop d'écart. Donc, les stocks sont trop chers. Et peut-être c'est pour ça qu'il se met en liquide pour intervenir au bon moment. Alors, tableau intéressant concernant donc le prix par rapport aux résultats, les earnings. Le premier ici, donc, on s'aperçoit que le dernier prix, donc là, vous avez les années, 1994 jusqu'à 2025. Actuellement, le prix en moyenne, donc par rapport aux earnings, c'est aux alentours de 22, c'est-à-dire que si vous avez un résultat de $1, vous devez dépenser 22 $ pour acquérir le stock, l'action. La moyenne mobile sur 30 ans est de 17,1. On voit ici la valeur moyenne. Donc, moyenne 17 fois les résultats. Si on utilise donc maintenant les déviations, les écarts types, donc il y a plus ou moins
un écart type. Donc, on a 20 fois 0,4 ou 13,8. Alors, il est à noter qu'il y a des années où nous atteignions, alors ici, des valeurs relativement 24 fois, vous voyez, à la fin des années 99. Donc là, on s'approche donc de la crise donc des dot-com. Et là, on avait un prix très important par rapport aux résultats. Plus de 24 fois. Ici, nous en sommes à 22 fois. Et à chaque fois qu'effectivement on atteint des summums, on arrive à un retracement des marchés ou à une phase de récession économique. Et vous voyez comme quoi ici, le prix par rapport aux earnings donc a sacrément baissé, vous voyez, jusqu'à ici 10 fois à la fin, donc mars, donc là nous étions à mars 2009. Alors il y a également le CAP, hein, c'est ce qu'on appelle le Shiller, bon, qui est c'est une autre façon de le calculer, ça revient au même, mais bon c'est voilà une pondération, etc. Donc là vous voyez que normalement la moyenne est de 28,5 fois et actuellement on est pratiquement à 40 fois. Donc ce petit tableau il faut le garder en tête. Donc, ce n'est pas la rue sectorielle, mais c'est simplement pour vous montrer. Ici, en bleu, c'est les marchés. Et ici, en jaune, c'est l'économie. Pourquoi? Parce que on dit souvent que les marchés sont un indicateur avancé sur les cycles économiques. Ben oui, parce que, par exemple, si vous allez mettre de l'argent pour construire une maison, donc là, vous allez dépenser. Donc le marché des constructeurs de maisons va en profiter. Mais la maison, elle n'est pas encore vendue. OK? Donc l'impact sur le fait d'avoir vendu la maison à un particulier va se reporter quelque temps après. Alors généralement, le top des marchés par rapport au top du cycle économique, généralement, c'est à peu près aux alentours des 9 mois de décalage. Et on voit que, par exemple, sur d'ailleurs c'est important, puisque je vous ai dit comme quoi le premier secteur actuellement, alors on va pas se faire peur, mais le premier secteur actuellement, donc à la fin janvier, c'est l'énergie. Et le top des marchés, c'est toujours donné par l'énergie. Voilà. Avec les métaux précieux. Ben, les métaux précieux, c'est l'or, le silver, comme on voit actuellement. Et on est passé, vous voyez, donc étape par étape par rapport au cycle économique. On est passé par les basic industries, les capital goods, la technologie, transport, donc tout ce qui est transport. Il n'y a pas de business sans transport aux États-Unis, et les financières. Bon. Et dès le moment où on va attaquer sur la santé, les produits non cycliques, hein, ce que j'appelle moi XLP, par exemple, les couches culottes, voilà, parce que ça aille ou que ça aille pas en termes d'économie, ben, on vend toujours autant de couches culottes si on a une population constante, au niveau des bébés, hein, bien sûr. Donc, voilà. Et alors, est-ce que on commence à atteindre ce point-là? Peut-être, donc à suivre, et également tout ce qui est métaux précieux. Alors, ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un nouveau président, on observe toujours que les marchés se comportent parfois de la même façon. C'est-à-dire que là, vous avez donc toutes les années, donc là, ici, vous avez 0, c'est là où vous avez le nouveau président. Donc là, il n'y a pas tous, parce que sinon, il faut payer et tout, etc. Donc là, j'ai pas payé. Donc là, vous avez Donald Trump depuis 2024, donc où il est revenu, et là, vous avez Donald Trump, donc la première élection en 2016. Et là, vous avez Joe Biden. Donc Joe Biden en rouge, Donald Trump ici en vert, et on voit que la première année à partir de 2016 de Donald Trump, effectivement, ça a bien boosté la première année. Et puis après, c'est un petit peu végété. Bon. Et puis, l'année 3, ben oui, il y a un retracement, et puis paf, on est reparti vers le nord, et là, effectivement, on a dépassé 50% sur toute
la période où Trump a été président. Concernant Biden, c'est un peu, vous voyez, là, la première année, ça s'est bien passé, et la deuxième année, pof, ça a baissé. Là, ça stagnait, et là, ça a baissé pour Biden, avant de se reprendre, etc., où on arrive à l'année 3, et donc à partir de ce moment-là, ça repart. Pour l'instant, Trump numéro 2, donc depuis son élection, depuis 2024, ben, vous voyez que on a monté. Voilà. Alors, est-ce qu'on va redescendre pour la deuxième année de Trump? Alors, pour compléter ces informations, on va voir le taux de chômage. Donc, bien sûr, aux États-Unis, toujours. Donc, pourquoi? Parce que on voit que on a un taux de chômage, vous voyez, qui baisse dans cette période-là, donc des années 90, et puis à un moment donné, pof, ça y est, le chômage remonte. Et ben, dans ces cycles-là que je vous ai soulignés ici et ici, on retombe toujours sur des baisses de marché. Si je prends par exemple l'exemple ici de fin donc des années 99, où en 2000, 2001, on a eu effectivement un pourcentage qui a tendance à remonter, donc le chômage remonte, et c'est bien à partir de ces années-là où on a eu une crise, une récession. Si je reprends ici, même chose en 2007, 2006, 2007, où ça commence à remonter, vous voyez comme quoi, paf, en 2008, ça remonte, et on a eu la crise donc des subprimes jusqu'à mars 2009. Et donc là, bien entendu, événement exceptionnel, puisque pendant la pandémie, de toute manière, le taux de chômage a monté sacrément, puisque de toute manière, les gens n'avaient plus le droit d'aller dans les bureaux ou d'aller travailler, donc ils restaient chez eux. Bon, alors là, donc, on a un gros pic. Mais suite à la reprise, donc 2020-2021, stagnation 2023, enfin même baisse d'ailleurs, et puis là, oui, comme quoi le taux de chômage repart à la hausse. Alors pour l'instant, bon, c'est pas forcément alarmant, mais je dirais quand même attention, puisque ça peut être précurseur d'un retournement de marché. Donc attention. Le VIX. Alors le VIX, nous sommes en bougie hebdomadaire. Bon. Donc après avoir testé donc niveau encore plus bas que mon canal, vous voyez, horizontal, donc c'est 18, 16, hein, le rouge 18 et puis 16 ici. Donc bon, là on clôture la semaine à l'intérieur de ce canal horizontal. Au niveau des secteurs, donc on voit que sur 6 mois, puisque ici on est sur 6 mois, l'ensemble des secteurs est positif. Alors ça, c'est déjà très important. Donc là, vous avez en élément de référence, vous avez ici le SP500 qui, sur 6 mois, progresse de plus de 9%. Mais tous les secteurs ici sont bien positifs. Et même si le real estate, il n'est pas vraiment magique, puisqu'on est qu'à plus 0,12%, mais en tous les cas, il n'est pas négatif. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, donc là c'est un élément, je dirais, positif, nous allons avoir donc des earnings. Donc ça va être chargé aussi, vous allez avoir Palantir, donc pour tout ce qui est protection sur les réseaux, sur Internet, etc. Et puis, enfin, protection ou, enfin, voir plus. Bon, vous allez avoir Walt Disney, ok, INXP, ok. Vous allez avoir aussi, il me semble, AMD. Donc, il suffit de continuer. On va avoir AMD. Je crois que c'est le lendemain. Alors, vous allez avoir, voilà, c'est le mardi. Nous allons avoir AMD. Donc, les semi-conducteurs. Nous allons voir ce que j'appelle les industries, qui sont les sous-secteurs. Et vous voyez que depuis sur un mois, le premier, c'est l'uranium, c'est ce que je vous ai dit. On a les semi-conducteurs, mais c'est tout ce qui est équipement et matériel. Et oui, parce que pour fabriquer, il faut avoir déjà les machines pour pouvoir fabriquer les semi-conducteurs. Donc ça aussi, c'est tout ce qui est équipement. Bon.
parce que il faut pas oublier, hein, ça c'est très très important, c'est que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est équipement pour avoir des serveurs, donc des serveurs dans le cloud, tout ça, de toute manière, c'est une thématique. C'est une thématique qui, de toute manière, on ne peut pas revenir en arrière, qui va effectivement avancer, avancer. L'intelligence artificielle risque de remplacer certains métiers. Bon, ben, c'est un peu comme les calèches et les voitures, hein, si vous voulez, à un moment donné, ben oui, il y avait plus autant de chevaux, les calèches, il y avait plus les ferronniers, etc. Et puis on est passé sur les voitures thermiques. Bon, on a également, vous voyez, le cuivre. Bon, ben, le cuivre, c'est aussi intéressant, puisque ça fait partie de la thématique. Donc, j'ai dit, les semi-conducteurs, ben, ça va être également tout ce qui est infrastructure. Parce que si on réintègre des usines aux États-Unis, remettre de la valeur ajoutée dans le pays, ben, il va falloir revoir, restructurer donc les infrastructures, parce que je vous rappelle qu'il y a pas mal de ponts qui sont pas à la limite de tomber, mais enfin qui sont dans des piteux états aux États-Unis. Donc il va falloir construire, refaire, faire des routes, etc. Ce que je vous rappelle aussi, c'est que le business aux États-Unis se fait énormément par camion, un peu par le train, mais énormément par camion, et il n'y a pas de business sans transport. Bon, sur un mois, regardez, on en a plus de 100 sur les 144, donc ça fait quand même, vous voyez, on en a, vous voyez, 100, 101, allez, on va dire 100, 100 sur 144, ça fait quand même un gros paquet donc d'industrie positive sur un mois depuis, en tous les cas, c'est quand même, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, également, ça, c'est les secteurs et les sous-secteurs que je suis. Donc, depuis donc le début d'année, donc vous avez les secteurs que je regarde, l'énergie, voilà, bon, ok, les industriels, et puis j'utilise également des sous-secteurs, donc des industries, comme ici le real estate, ici le transport, bon, pour avoir une vision du marché. Depuis le début d'année, vous voyez, on n'a que XLV, qu'est-ce que c'est? C'est la santé. XLK, ok, qui a baissé, c'est normal, ça a tellement monté que bon, il faut bien que ça baisse aussi à un moment donné. Et les financières, vous voyez, c'est les trois compartiments. Là, en tous les cas, ce sont des secteurs qui sont baissiers depuis le début d'année, mais tous les autres sont positifs. Donc là aussi, il y a peut-être un marché à faire, oui, dans l'énergie, les semi-conducteurs, etc. Les matériaux de base, on a vu le copper tout à l'heure. Bon, YT, donc est un ETF, je le suis, mais alors franchement, énormément. Donc, bien entendu, je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier, mais je le suis sacrément parce que, vous voyez, on est en train de jouer avec des plus hauts. Donc, il suffit de venir ici sélectionner, voilà, en weekly, et on est quand même sur des plus hauts. Et là, mon petit fil conducteur, ici, la 10 semaines, joue bien son rôle. En plus, YT n'est pas très très cher, c'est-à-dire que bon, par rapport au money management, on voit ça pendant les formations, il y a un prix du strike qui doit être respecté par rapport donc à son portefeuille. Je vous ai mis ici donc pour revenir sur cette thématique, donc sur le screener sur Finviz. Dans l'engineering et construction, les États-Unis donc sont en phase de réindustrialisation. Donc ça veut dire qu'il va falloir de l'engineering et de la construction. Donc c'est une industrie que j'ai sélectionnée. Et j'ai sélectionné, voilà. Donc toutes les sociétés américaines qui sont optionnables, et j'en ai trouvé 24. Donc il y a 2 pages. Alors, il y a des sociétés, c'est pour ça que je voulais indiquer ici, où alors il y a des sociétés qui, bon, comme ici, le price par rapport au earnings, c'est pas, vous voyez, franchement, c'est pas cher. Là, on a 13 de ratio avec la société KBR, donc je mets ici ma souris et je vois la trembinette. Bon, je vais pas m'affoler tout de suite sur cette société, mais une petite société qui m'intéresse, c'est Expo.
Expo, alors vous voyez comme quoi, Expo, vous voyez, c'est pas une grosse capi, hein, 3,59. Ce qui veut dire que sur les options, ça doit pas être terrible. À part peut-être pour faire du cover and call. Bon, le prix par rapport aux earnings, je dirais que on est plus dans la partie basse, même si c'est un peu cher. Et là, on a un prix de 72 dollars qui pour un portefeuille, par exemple, de 70 000 dollars, bon, ça peut aller, vous voyez, ça peut aller. Bon. De toute façon, on voit ça pendant les formations. Alors, quelle est la trobinette de cette société Expo? Eh ben, là, je suis en bougie, donc en daily. Et nous voyons que en daily, déjà, la 50D a tendance à casser à la hausse. Ça nécessite confirmation, bien entendu. Mais la 200D, ok. On clôture en dessous pour l'instant. Donc, on voit ça pendant les formations, c'est les 6 phases d'un cours. Mais, en tous les cas, les points bas sont toujours plus hauts. Voilà. Et si nous regardons en weekly, ben, vous voyez, on a l'impression que effectivement la société est allée bien bas et que peut-être qu'elle est en train de se réveiller. De plus, ça on voit ça pendant les formations, c'est la saisonnalité sur 20 ans de cette société, Expo. Et nous voyons que pour janvier-février, ça peut végéter. Ça peut végéter, ça peut stagner, bon, en tous les cas, bon. Par contre, à partir de mars ou fin février, généralement, ce sont des statistiques sur 20 ans, hein, ce que vous voyez. C'est le pourcentage de hausse par rapport au point, donc le démarrage au 1er janvier. Donc la saisonnalité de cette société montre que à partir de mars, cette société est profitable et qu'elle va vers le nord. Alors, nous trouvons, bien sûr, par exemple, pour ceux qui veulent faire du covered call. On peut acheter, c'est-à-dire que nous achetons ou je vends des poudres pour me faire assigner pour avoir les stocks en portefeuille, mais je peux acheter à un prix intéressant, donc, cette société par paquet de 100 pour faire ce qu'on appelle du covered call, où on va vendre des calls sur une échéance 1 mois, 2 mois, et bien entendu là où il y a de la liquidité, donc ça c'est important, et sur un strike, par exemple, vous voyez, j'achète aujourd'hui, ceci est un exemple, j'achète à 72 dollars, ok, j'arrondis, ok, et je vends des calls par exemple 76 ou 77. Voilà, parce que même si je me fais assigner, mais c'est pas grave, j'ai encaissé une prime et je rachète Expo et je continue à vendre, etc. Et si nous voyons, par exemple, pour l'échéance du 20 février, 77, alors on a 60, le pas est un peu important, vous voyez, on a 75 ou 80, donc ça, c'est pas un avantage par rapport à la société, même si la trombinette me plaît beaucoup. Mais bon, eh ben, on voit qu'on peut vendre, alors il n'y a pas, bon, les marchés sont fermés, mais on peut prétendre à encaisser, par exemple, le dernier prix, c'était 30 cents. Donc, on peut encaisser 30 dollars. Et puis, si on propose un autre mois, donc on va regarder sur toujours des échéances mensuelles. Donc là, on est sur le 20 mars. Donc nous regardons 75-80. Vous voyez, on a un petit peu 75. Là, on pourrait le vendre 75. Bon. Alors, même si je me fais assigner, par exemple, à 80, d'abord, ça veut dire comme quoi la société va bien dans le bon sens. Si on va à 80 ici, ou même si je vends à 75 avec, je vais augmenter la possibilité donc d'assignation, le pourcentage. Nous revenons ici, 75, vous voyez, bon, je vais encaisser une prime plus importante. Ok, mais ça c'est normal. Alors si je me fais assigner donc le 20 mars parce que le cours est au-dessus de 75, c'est pas grave, je rachèterai de nouveau Expo et je revendrai, etc., etc. Voilà. Donc c'était pour vous présenter un petit peu donc le bilan de ce premier mois de 2026.
Il me reste, en tous les cas, vous souhaiter une très bonne semaine, la semaine prochaine, une très bonne semaine de trading et tenez un peu compte de tout ce que je vous ai montré. Mettez ça dans votre tête et de telle sorte de pouvoir faire un suivi pour éviter de se faire trop avoir. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.